Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... En effet, donc il y a eu 2 parties demanderesses qui ont porté plainte contre moi. Le fameux collectif No Fake Med, qui ne représente qu'eux-mêmes, c'est pas un syndicat. Ils se présentent comme les justiciers de la médecine. Ils se vantent d'avoir fait dérembourser l'homéopathie. Donc c'est à eux qu'on le doit manifestement. Ce sont des médecins, ce sont des pharmaciens, ce sont des professionnels non médicaux. Ils s'étaient, rassemblés en collectif pour pouvoir m'attaquer. Ils ont constitué une association. Ils n'étaient pas du tout en règle. C'est-à-dire que la première plainte qu'ils ont déposée contre moi, ils ont été déboutés parce qu'ils n'étaient pas du tout en règle. Donc là, ils ont créé une association, j'ai envie de dire juste pour moi, pour aller jusqu'au bout de leur démarche. Je pense que ça mériterait d'être creusé. On sait aujourd'hui que tous les professionnels de santé qu'on a vus en permanence sur les plateaux télé, quand on regarde, puisque tout ceci est relativement transparent, ils ont quand même plus que des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce collectif, je n'ai pas fait l'exercice de regarder tous les noms des personnes qui ont constitué, mais en fait, ce sont pour moi... la moyenne d'âge, je pense qu'elle est relativement jeune. Ce sont pour moi des techniciens de la médecine et ils s'arrogent le droit de juger leurs pairs parce que eux, ils se basent sur les examens complémentaires, ils attendent des résultats, on va dire, avec les guidelines. Et ils ont une façon de raisonner qui est extrêmement normée. C'est-à-dire que je suis presque sûre qu'aujourd'hui, on aurait du mal à trouver un de ces cliniciens qui sache vraiment encore poser un stéthoscope, poser une main pour voir une splénomégalie ou pour sentir les reins. J'en suis quasiment sûre. Donc, il y a tout ce phénomène, mais surtout, j'ai un peu regardé sur leur site internet, j'ai été très surprise parce qu'ils se sont autorisés le droit de classer les universités de médecine en France. Alors, Strasbourg arrive en top 1. Je me suis dit, c'est génial. Sauf que pour eux, c'est vraiment pas bon. Pourquoi ? Parce que Strasbourg fait encore des cours sur l'homéopathie, des cours d'acupuncture. Et donc ça, pour eux, c'est extrêmement choquant. Donc il faut éliminer tout ça. Et donc, je ne sais pas si le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg a déjà regardé sur ce site, mais ça serait intéressant pour lui peut-être même de dire, mais attendez, mais qui êtes-vous pour pouvoir juger et sur quels critères ? En fait, ils mettent en place eux-mêmes les critères de jugement. Donc c'est un peu... Bref. Et à côté de ça, donc, il y avait également l'autre partie qui a porté plainte contre moi, le Conseil national de l'ordre des médecins. Mais en effet, il n'y a eu absolument aucune conciliation. Normalement, les médecins sont invités au niveau du conseil départemental pour discuter. Moi, j'ai pas eu le droit à ça. C'est la chambre disciplinaire régionale du Grand Est. Donc en effet, par département, il y a des conseils départementaux et après, au niveau régional, il y a une chambre disciplinaire. Et donc j'ai été en effet, au bout d'1 an et demi, puisque tout cela a commencé début 2021, et d'ailleurs c'est assez curieux ce timing qui a traîné en longueur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils apportaient soi-disant des pièces supplémentaires. Non, donc il y a eu des échanges de mémoire, mais jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je ne sois plus députée. Et c'était beaucoup plus facile d'inviter le docteur Vonner à s'expliquer que plutôt que d'inviter Martine Vonner, parlementaire. Alors ça, c'est aujourd'hui mon interprétation. Mais voilà, avec le collectif Fake Med, il y a eu 5 échanges de mémoire. Et avec le Conseil national de l'ordre, il y en a eu 4. Franchement, on aurait pu aller beaucoup plus vite, mais ça demande du temps, de l'énergie, ça coûte aussi, parce que bien sûr, les conseils avocats, il faut les rémunérer, ce qui est complètement normal. Donc tout ça a pris beaucoup de temps. Et au fond, pourquoi je suis jugée par un ordre professionnel alors que j'étais parlementaire et que dans la Constitution
française, à l'article 29, il est clairement dit que le parlementaire ne doit jamais être jugé pour sa libre expression, pour ses opinions, pendant son mandat, pendant sa fonction de parlementaire. Voilà, donc je pose la question. Et on ne s'est pas défilé du tout, puisque j'ai accepté d'aller discuter, et mon conseil, bien sûr, m'y a encouragé. Mais je crois d'ailleurs, j'imagine peut-être même que le ministre de la Santé, qui est aujourd'hui porte-parole de ce gouvernement, peut-être que lui est déçu du fait que je n'ai pris qu'1 an de suspension. J'imagine, puisque là, il n'y a pas longtemps, il y a un confrère justement du CHU de Strasbourg qui a été définitivement radié. Peut-être qu'ils auraient voulu me manger à la même sauce. En voyant que le professeur Christian Perron avait été d'une certaine façon blanchi de toutes ces accusations, je me suis dit qu'il y avait peut-être un phénomène un peu positif et un vent favorable. Or, par contre, j'avais appris le jour même ce qui avait été les mesures qui ont été prises à l'encontre de mon collègue sénateur Alain Houpert, qui lui a pris 9 mois. Donc j'ai été profondément choquée de la sanction, de la décision de la Chambre de Nancy, puisqu'au fond, c'est moi qui ai pris le plus. 1 an, c'est du jamais vu en termes de décision contre un parlementaire. Et puis, on ne va pas faire du sexisme à 2 balles, mais je pense que le fait que je sois une femme et que j'ose m'exprimer de cette façon-là doit avoir quelques conséquences, surtout vis-à-vis, peut-être de certains mâles de l'hémicycle qui n'ont pas apprécié que je leur tienne tête. Mais bon, je n'ai aucune preuve, bien sûr, de ce que je dis, mais je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai pris 1 an d'interdiction d'exercer mon métier. Concernant cette sanction, cette suspension, donc bien sûr, je fais appel. Et l'appel est suspensif. Voilà. Souvent, on me demande est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ? Pas du tout. Je recommencerai de la même façon parce qu'il me semble que nous avons été... je parlais d'Alain Houpert, mais au Sénat, il y en a d'autres. Il y a Laurence Muller-Bronn, il y a Sylviane Noël, il y a Loïc Hervé, je ne veux pas en oublier, mais il y a d'autres personnes qui parlent de façon très claire. Je pense que ça permet, au sein de notre société, d'avoir des prises de conscience par rapport à tout ce qui a été fait et tout ce qui a été demandé, surtout aujourd'hui, au regard des conséquences, parce que les conséquences, post-injection, on pourra peut-être en parler, sont quand même très délétères pour certaines personnes. Donc, je ne regrette rien. Bien sûr, aujourd'hui, je connais beaucoup mieux la technique parlementaire, donc peut-être que j'aurais travaillé des amendements différemment. Mais par contre, je sais aussi que si c'était à refaire, et même si j'allais plus vers d'autres collègues, de la même façon, personne ne m'aurait suivi. Parce que très clairement, ce qu'on me disait, c'est « mais tais-toi, reste assise, ferme-la », parce que ça on me l'a dit plein de fois, tu ruines ta carrière politique. Pour moi, c'est odieux de dire ça, c'est-à-dire odieux, parce qu'on pense d'abord à soi et on ne pense pas à toutes ces personnes malades, ces personnes... On va même mettre de côté le Covid, mais toutes ces personnes qui, pendant 1 an et demi, avaient vraiment peur de retourner voir leur médecin, avaient peur d'aller à l'hôpital et n'ont pas consulté, et aujourd'hui se retrouvent avec, pour certains, des cancers ou des maladies chroniques qui se sont décompensées, des diabètes, des hypertensions, etc. Donc tout cela a un impact extrêmement négatif sur la santé publique, sur la santé globale dans notre pays. Donc je recommencerai de la même façon, en prenant de la même façon ces risques, parce qu'à partir du moment où on continue à vivre dans un pays où on n'accède plus au débat, les conséquences seraient les mêmes. Bien sûr, on peut toujours
mieux faire, hein, et certaines personnes voilà, commencent seulement à comprendre ce qui s'est passé, commencent à comprendre que l'État ne leur voulait pas forcément du bien, commencent à comprendre en voyant en plus l'impact économique, parce que certes, il y a la question de la santé, mais aujourd'hui, l'impact économique sur les petites et moyennes entreprises, il y avait les prêts garantis par l'État, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu cette planche à billets qui n'a pas arrêté de tourner. Que vaut encore notre monnaie ? Est-ce que l'euro vaut encore quelque chose ? On a cet impact sur l'inflation quand on a eu en 2018 les gilets jaunes, mais aujourd'hui, quand les gens vont faire leurs courses, quand ils essayent de faire leur plein d'essence, etc., ça devient catastrophique. Moi, je ne sais pas comment certaines personnes vont réussir à passer l'hiver. Donc oui, peut-être qu'on n'en a pas fait assez pour alerter et pour prévenir et pour dire, je l'ai dit plusieurs fois et dès le début, qu'on allait dans le mur. Et pour moi, en fait, c'est 2008, c'est la crise grecque. J'avais toujours cet exemple en tête de ce qui s'est passé en Grèce et c'est ce qui est en train d'arriver là maintenant chez nous, à une échelle puissance beaucoup plus importante. Quand on était au moment de la crise des Gilets jaunes et qu'on avait voté les mesures d'urgence sociale, les 13 milliards, il y avait 10 millions de pauvres. Aujourd'hui, on est à plus de 12 millions de pauvres dans notre pays, ou approximativement. Et je pense que la classe moyenne est tout doucement en train de disparaître. Elle est tirée vers le bas. Alors, il y a quelques riches qui sont encore beaucoup plus riches et que la crise a très largement favorisé. Et il y a cette disparition de la classe moyenne. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je pense que le réveil va être très dur pour beaucoup de gens. C'est la première fois qu'il y a autant de confrères convoqués. Et ça voudrait dire que brutalement, il y a une épidémie, une espèce de folie douce chez les médecins qui auraient tous enfreint le code de déontologie. Alors qu'on a toujours eu le droit de prescrire des molécules, même en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, en prenant cette responsabilité. Donc là, on sent bien, et bon, je ne sais pas, moi je n'avais pas cette connaissance que c'était la sécurité sociale peut-être qui, bon, c'est facile pour eux d'analyser les prescriptions et de faire des signalements. C'est peut-être cela. J'ai un souvenir qu'au sein du collectif Laissons les médecins prescrire, à un moment, nous avions partagé sur les réseaux la liste des professionnels de santé pour que les personnes sachent vers qui se tourner pour être soignées. Et rapidement, nous avions dû supprimer cette liste, puisqu'en fait, c'était très simple de cibler les professionnels et d'aller, en effet, les convoquer à l'ordre des médecins. Donc ça a été, on a tout de suite remarqué que, voilà, s'il y avait une vraie dénonciation possible, ce qui me choque vraiment très ouvertement. C'est vrai que là, je me suis un petit peu attardée à relire l'historique de la création, justement, de l'ordre des médecins. 1940, dans un état vichiste, et avec, bien sûr, il y a eu des tas de médecins qui ont d'ailleurs refusé les consignes et qui se sont retrouvés dans des situations absolument terribles, même dans des camps de travail ou des camps de concentration, parce qu'ils n'avaient pas accepté de dénoncer, etc. Mais il y a quand même eu au départ cette idée que de permettre uniquement aux médecins qui étaient dans une forme de conformisme et qui allaient à l'encontre de certaines pratiques considérées comme étant libérales, qui étaient effectuées par des médecins étrangers. Mais derrière le mot étranger, il y avait bien évidemment les médecins juifs. Et il y a des écrits tout à fait intéressants, notamment de Paxton, que je commence à relire. Et ça éclaire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ordre des médecins est un appareil qui est utilisé par le gouvernement pour sanctionner, en effet, des médecins qui ne jugent pas leurs confrères, qui, par contre, en leur âme et conscience, continuent
à pratiquer la médecine avec leurs patients, parce qu'au fond, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se joue dans l'intimité de cette relation très personnelle entre un patient et son médecin. Voilà, et cette confiance que le patient peut avoir avec son médecin, et le médecin qui connaît le patient et qui sait ce qu'il peut lui prescrire ou pas. Et quel que soit, j'allais dire, le niveau de la science, et en pleine épidémie, il faut soigner. Il ne faut pas attendre les bras croisés et que la personne soit dans une situation de grande difficulté, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises depuis ces 2 dernières années. Mais en fait, il faut s'exprimer, ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, ce que je ferai ce soir sur un autre plateau et avec un autre format. Il y a dans le cadre, en effet, de mon parti politique, Ensemble pour les libertés, énormément d'actions menées auprès de la population. Au-delà, bien sûr, les manifestations, il n'y en a plus tellement, parce que bon, les gens sont un petit peu lassés. Les manifestations ont eu leur impact à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est une autre voie qu'il faut prendre pour continuer à expliquer ce qui se passe et à interroger. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens qui m'entourent, aux adhérents, aux bénévoles, etc., je dis, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas aller faire peur aux personnes qui ont été prendre un vaccin, 2 vaccins, enfin une injection, 2 injections, le booster, etc. Non, mais c'est aujourd'hui leur faire se questionner simplement sur le fait que, voilà, même injecté, vous faites quand même le Covid. Donc au fond, est-ce qu'il n'y avait pas une autre voie possible ? Est-ce que vous avez fait confiance au gouvernement ? Est-ce que vous avez, oui ou non, eu raison de faire confiance ? C'est la population générale, hein. C'est tous les jours aller discuter avec des personnes qui viennent aussi spontanément. Il y a encore quelques mois, la discussion était très tranchée. Il y avait là aussi le gouvernement qui avait tout fait pour scinder la population en 2. C'est-à-dire que souvent je faisais la comparaison avec l'affaire Dreyfus, mais c'était pire que ça. Enfin, voilà. Et encore une fois, au sein des familles, les gens parfois ne se parlaient plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres éléments intercurrents, parce que les gens vont vers une difficulté globale et une grande précarité, ils commencent à se poser des questions, de savoir si réellement ce gouvernement prend les bonnes décisions. C'est vraiment la démarche que nous avons, c'est aller vers et pour faire réfléchir. En fait, c'est restimuler l'esprit critique. Et il y a beaucoup de personnes qui ont totalement oublié que c'était possible de remettre en question. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en m'attaquant de façon aussi frontale, et franchement, là, les citoyens sont extrêmement choqués. Bon, on a vu, j'ai eu beaucoup de soutien sur place, hein, à Nancy, beaucoup de personnes s'étaient déplacées. Je reçois énormément de messages de soutien. Et c'est vrai que, voilà, il y a des adhésions nouvelles dans le parti, parce qu'ils ont bien compris que voilà, c'est aussi toutes les libertés qu'il faut défendre et réellement toutes les libertés sont menacées aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup à vous.